Du reste, continuait-il, il est vrai de Dieu encore qu'il n'est rien que n'obtienne des Français peu, pas de danger, il semble leur donner de l'esprit. C'est leur héritage gaulois, les vaillances, l'amour de la gloire sont chez les Français un instinct, une espèce de sixième sens. Combien de fois, dans la chaleur des batailles, je me suis arrêté à contempler mes jeunes conscrits se jetant dans la mêlée pour la première fois. L'honneur et le courage leur sortaient un peu tous les bords. De là, l'empereur, sachant que le gouverneur Wilkes était fort, très fort sur la chimie, l'a attaqué sur cet objet. Il lui a parlé des immenses progrès que cette science avait fait faire à toutes nos manufactures. Il lui a dit que l'Angleterre et la France avaient sans doute également des grands chimistes, mais que la chimie était bien plus généralement répandue en France et surtout beaucoup plus dirigée vers des résultats utiles qu'en Angleterre elle demeurait une science, qu'en France elle commençait à n'être plus qu'une pratique. Les gouverneurs convenaient de la vérité littérale de ces assertions et ajoutait avec grâce de son côté que c'était à lui empereur que ses avantages étaient en dû et que toutes les fois que la science se serait conduite par les mains du pouvoir, elle aurait de grands et d'heureux résultats pour le bien-être de la société. L'empereur disait que dans les derniers temps, la France avait conquis le sucre de betterave de même qualité et de même fruits que le sucre de canne. Le gouverneur en était fort étonné. Il ne le soupçonnait pas. L'empereur lui a affirmé que c'était un fait des plus avérés, bien qu'en opposition directe aux préjugés encore existants de toute l'Europe et même de la France. Il a ajouté de plus qu'il en était de même du pastel, les substituts de l'indigo, et ainsi que de presque tous les objets coloniaux, à l'exception du bois de teinture, ce qui les portait à conclure que si la découverte de la boussole avait produit une révolution dans le commerce, les progrès de la chimie étaient appelés à en produire la contre-révolution. On a parlé ensuite des émigrations nombreuses actuelles des ouvriers de France et d'Angleterre en Amérique. L'empereur survit que ce pays privilégié enrichissait de nos folies. Le gouverneur a souri, observant que celle de l'Angleterre se trouvait en tête du catalogue pour les nombreuses fautes ministérielles qui avaient amené la révolte de ces colonies et leur émancipation. Cela, l'empereur disait qu'elle avait dû être inévitable, que quand les enfants sont devenus aussi grands que leur père. Il est difficile qu'ils vivent longtemps. De là, on est passé aux Indes. Le gouverneur y a demeuré nombre d'années. Il a occupé de hauts emplois. Il y a fait de grandes recherches. Il a pu répondre à une foule de questions de l'empereur sur les lois, les mœurs, les usages des hindous, l'administration des Anglais, la nature de la confection des lois actuelles. Les Anglais sont régis par les lois d'Angleterre, les indigènes par les lois locales faites pour les divers conseils, agents de la compagnie qui ont pour règle fondamentale de se rapprocher les plus possibles des lois même de ce peuple. Hyder Ali était un homme de génie, d'époux, son fils n'était qu'un présomptueux, fort, ignorant et très inconsidéré. Hyder Ali avait jusque-là de 100 000
hommes types n'en avaient guère jamais eu que 50 000. Ces peuples ne manquent pas de courage, mais ils n'ont pas nos forces physiques. Ils sont sans discipline et sans tactique. 17 000 hommes des troupes anglaises, dont 4 000 Européens seulement avaient suffi pour détruire cet empire de misère. Cependant, il était à croire que, tôt ou tard, l'esprit national affranchirait les contres du joug européen. Le mélange du sang européen avec celui des indigènes créait une race mixte dont le nombre et la nature prépareront certainement de loin une grande révolution. Toutefois, aujourd'hui, ces peuples étaient certainement plus heureux que vont la domination anglaise, l'administration d'une exacte justice et la douceur du gouvernement étaient quant à présent les plus fortes garanties de la métropole. On avait cru devoir y joindre aussi la défense aux Anglais et aux Européens d'y acheter des terres ou de former des établissements héréditaires. Telle fille de Madame de Staël, occupée en ce moment nos soirées, l'empereur l'analysait. Peu de choses trouvaient en grâce devant lui. Les désordres d'esprit et d'imagination qui y règnent animaient sa critique. C'était toujours, disait-il, les mêmes défauts que l'avaient jadis éloigné de son auteur. En dépit des souffrances les plus vives et des cajoleries les plus actives de celles-ci. Dès que la victoire eut consacré le jeune général de l'armée d'Italie, Madame de Staël, sans le connaître et par la seule savati de la gloire, professa dès cet instant pour lui des sentiments d'enthousiasme digne de sa couronne. Elle lui écrivait de longues et nombreuses épîtres pleines d'esprit, de feu, de métaphysique. C'était une erreur des institutions humaines, lui mandait-elle, qui avait un peu lui donné peu. Femme, la douce et tranquille Madame Bonaparte. C'était une âme de feu comme la sienne de Madame de Staël, que la nature avait sans doute destinée à celle d'un héros tel que lui. J'ai Roy aux campagnes d'Italie pour faire voir que l'odeur de Madame de Staël ne s'était pas éteinte peut n'avoir pas été répandue. Habile à ne pas se décourager, elle était parvenue plus tard à lier connaissance même à se faire admettre. Et elle usait de ce privilège, disait l'empereur, jusqu'à l'importunité. Il est très vrai, ainsi qu'on l'a dit dans le monde, que le général voulant le lui faire sentir excusé au jeu d'être à peine vêtu, et qu'elle avait répondu avec sentiment et vivacité que cela importait peu, que la gênée n'avait point de sexe. Madame de Staël nous a transportés naturellement à son père, Monsieur Necker. L'empereur racontait qu'en allant à Marengo, il avait reçu sa visite à Genève, qu'il avait assez lourd de vous montrer le désir de rentrer au ministre, désir du reste que M. Calonne, son rival, vint témoigner plus tard à Paris avec une inconcevable légèreté. M. Necker avait ensuite écrit un ouvrage dangereux sur la politique de la France, lequel il essayait de prouver de pouvoir plus être ni monarchie ni république, et dans lequel il appelait le premier consul l'homme nécessaire. Le premier consul prescrivait l'ouvrage qui, dans ce moment, pouvait lui être fort nuisible. Et on y aura la réfutation du consul Lébrun qui, avec sa belle prose, disait l'empereur en fit pleine et prompte justice. La coterie Necker, son aigrie Madame de Staël, intrigua et reçut ordre de sortir de France. Depuis, elle demeura toujours une ardente et fort active ennemie. Toutefois, au retour de l'île d'Elbe, Madame de Staël écrivit ou fit dire à l'empereur pour lui exprimer à sa manière toute
l'enthousiasme qui venait de lui causer de ce merveilleux événement qu'elle était vaincue, que ce dernier acte n'était pas d'un homme qui plaçait de cet instant son auteur dans le ciel. Puis en se résumant, elle finissait par insinuer que si l'empereur daignait laisser payer les 2 millions déjà ordonnances par le roi en sa faveur, elle lui consacrerait achever sa plume et ses principes. L'empereur lui fit répondre que rien ne le flatterait plus que son suffrage, car il appréciait tout son talent, mais qu'en vérité, il n'était pas assez riche pour le payer tout ce prix. 21. J'étais enfin venu dans le logement qu'on avait bâti pour me tirer de mon étuve sur un terrain constamment humide. On avait posé un plancher de 18 pieds de long sur 11 de large. On l'avait environné d'un mur d'un pied et demi épaisseur formé d'une espèce de pisé ou de torchis qu'on peut abattre d'un coup de pied. À la hauteur de cette piède, on l'avait abrité d'une toiture en planche recouverte de papier goudronné. Tel était l'ensemble et la contour de mon nouveau palais, partagé en 2 pièces dont une renfermait juste 2 lits, séparés par une commode. Elle ne pouvait admettre qu'un seul siège. L'autre, tout à la fois mon salon et mon cabinet, avait une seule fenêtre scellée à des murs à cause de la violence des vents et de la pluie, à droite et à gauche d'elle 2 tables. À écrire pour moi, mon fils, un canapé en face et 2 sièges. Voilà tout le ménagement et le mobilier qu'on ajoute que l'exposition des 2 fenêtres est tournée vers un vent constamment de la même direction, vers des pluies très communes et fort souvent battantes, qui pénétraient déjà par le ouverture ou filtrant par les toits et les murs avant que nous fussions venus nous y établir. Je venais de passer ma première nuit dans ce lieu nouveau. Je ne me portais pas bien et le changement de lit m'avait privé de tout sommeil. On vint me prévenir sur les 7 heures que l'empereur allait monter à cheval. J'ai répondu que me sentant incommodé, j'allais essayer de reposer, mais peu de minutes s'étant écoulées que quelqu'un entrait brusquement dans ma chambre, vint ouvrir mes rideaux avec autorité, trouva mauvais que je fus saisi par un seul, décida qu'on devait secouer ces incommodités, puis frapper de l'auteur de la peinture, de l'extrême petitesse du lieu, du voisinage des 2 lits, prononça qu'il ne pouvait être toléré de demeurer ainsi l'un sur l'autre, que cela devait être trop malsain, que je devais retourner au lit du cabinet topographique, qu'une fausse délicatesse ne devait pas me le faire abandonner, qu'ici, si je gêné, on serait bien me le dire. C'est quelqu'un. On l'a deviné, c'était l'empereur. Je fus bientôt comme on le juge en bas de mon lit, réveillé, guéri et vêtu. Toutefois, il était déjà bien loin et il me fallut le chercher dans la barque. Après l'avoir rejoint, la conversation tomba sur la longue audience accordée la veille au gouverneur Wilkes. Il s'arrêta avec beaucoup de gaieté sur la grande importance que mon ouvrage semblait m'avoir donnée à ses yeux, l'extrême bienveillance qui semblait lui avoir inspiré. Du reste, continuait l'empereur, à charge de revanche, sans doute de tendresse et fraternité, usuelle d'auteurs tant qu'ils ne se critiquent pas. Et c'est-il votre parenté avec le vénérable Las Casas?
J'ai répondu que je n'en savais rien, mais le général Gogo, qui se trouvait à l'autre côté de l'empereur, lui a dit que oui. Et comment le savez-vous vous-même? Me dit alors l'empereur. Ne nous faites-vous pas une histoire, sire? Voici mes preuves. Il y avait plus de 200 ans que nous étions déjà en France quand Barthélemy de las Casas fleurissait en Espagne, mais les historiens espagnols disent tout de la vie dont nous sortons nous-mêmes de Séville. Tous se renoussent à lui donner une ancienne naissance d'origine française et font venir les siens en Espagne précisément au moment où nous y avons été nous-mêmes. Quoi donc, vous n'êtes pas espagnol, vous étiez français. Oui, sire, racontez-nous donc cela. Allons, monsieur le Déjeuner, monsieur le détruiseur, monsieur le paladin, allons. Rendez-vous heureux, déroulez-nous vos vieux parchemins, jouissez un peu. Sire, un demi suivait Henri, comte de Bourgogne, qui, à la tête de quelques croisés, fut faire la conquête de Portugal vers l'an 1100. Il en était participant à la fameuse bataille d'Urique qui fonda la monarchie portugaise. Depuis, nous sommes revenus en France avec la reine Blanche lorsqu'elle vint épouser le père de Saint-Louis. Sire, voilà tout. 22 à 26. Tous ces jours ont été gâtés pour des pluies presque continuelle. L'empereur n'a pu monter à cheval qu'une fois le matin dans le parc et tenter une seule fois après-midi d'affranchi. Notre valet accoutumé que le temps avait rendu presque impraticable. Il n'a pas été plus possible de faire usage de la calèche. Il a donc fallu se réduire à quelques tours de jardin et partager la tristesse du temps. Nous en avons travaillé davantage. L'empereur a pris régulièrement d'excellentes et fortes leçons d'anglais. Il passe des coutumes toute la matinée à lire. Il lit de suite des ouvrages entiers fort considérables. Sont trouvés nullement fatigués. Il lisait toujours quelques parties avant que de se mettre à l'anglais. C'était les lettres de Madame de Sévigné, dont le style est si coulant et ainsi bien pour les mœurs du moment. Lisant la mort de Turenne et le procès de Fouquet, il observait pour celui-ci que l'intérêt de Madame de Sévigné était bien chaud, bien vif, bien tendre, de la simple amitié. C'était Charles VII, dont il faisait la défense contre les Turcs dans sa maison de Bender. Il ne pouvait s'empêcher de rire et de répéter avec eux « Tête de fer !» et me demander si on était bien d'accord sur la nature de sa mort. Je lui disais tenir de la propre bouche de Gustave III qu'il avait été assassiné pour les siens. Gustave devait visiter dans son caveau. La balle était un pistolet. Elle avait été tirée de près et par derrière. Au commencement de la Révolution, j'avais connu beaucoup Gustave III. D'Aix-la-Chapelle. Et quoi que je fusse bien jeune alors, j'y ai plus d'une fois l'honneur de sa conversation. Il m'avait même assuré d'une place dans sa mari. Si nos affaires de France tournaient mal,